Elle est née à Strasbourg, elle a été sage-femme avant d'être écrivain, elle a publié son premier roman en 2011. Agnès Ledigue publie Un abri de fortune aux éditions Albin Michel. Elle est notre invitée dans Délivrez-vous. Bonjour Agnès Ledigue. Bonjour Sarah. Alors on est toutes les deux dans un endroit qui est juste magnifique, majestueux. En plus, à la saison la plus florissante, on est au jardin de Berchigrange, que vous connaissez bien, que vous avez découvert il y a quelques années. Vous allez peut-être m'en dire deux mots, il y a 3 ans, quand vous vous êtes installé pas loin. Qu'est-ce que ça vous procure, un endroit comme celui-ci? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est vous qui nous avez proposé de venir vous rencontrer ici. Alors bien sûr ça a du sens avec ce que vous écrivez, on va y revenir, on va parler d'un abri de fortune où la nature a un rôle à jouer pour reconstruire des personnages. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que ça signifie d'être ici? Ici c'est un jardin qui apporte beaucoup d'apaisement. C'est comme une bulle séparée un peu de la folie du monde et je trouve que, on y vient, on en ressort, comme je le dis dans le roman, lavé de ses émotions, lavé de cette espèce de fébrilité permanente du monde, et ça fait un bien fou. Et puis il y a une richesse, une diversité qui est fantastique. Qu'on trouve nulle part ailleurs en fait. Et qu'on y aille 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois dans la saison, on découvre encore des choses. Ouais. Et à chaque moment aussi, chaque mois, chaque semaine presque, l'environnement change, et ça c'est un être vivant à part entière. C'est ça, en fonction des saisons, on voit effectivement les choses qui bougent. À quel moment vous avez senti, vous, que le monde était trop agressif peut-être pour vous, qu'il y avait besoin de se protéger du monde-là? Est-ce que vous avez ressenti à un moment précis de votre vie ou pas? De par vos livres et par vos interviews, on sait ce que vous avez vécu, on y reviendra un tout petit peu. Mais sans parler de ça, à quel moment vous avez ressenti le besoin effectivement de couper de ce monde-là? Il y a 45 ans. En fait, jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai grandi dans ce monde en me demandant si j'étais adaptée à ce monde. Si je venais pas d'une autre planète, La Belle Verte de Colline Serrault. Et j'ai découvert ce qu'était l'hypersensibilité en lisant un livre pour mes enfants, parce que j'avais des enfants un peu différents qui avaient un petit peu de mal à s'adapter, soit au système scolaire, soit à leur environnement. Et en fait, en lisant ce livre, je me suis dit, mais en fait, c'est moi. Ça parle de moi, ça parle de mon enfance, de mon adolescence, de tout ce que j'ai vécu, de ce côté insupportable pour moi, des injustices. Et je pense que c'est au fur et à mesure que... Alors depuis toute petite, mes parents nous emmenaient dans la forêt, ils avaient un grand potager. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, mais avec l'âge, je me rends compte à quel point ça fait du bien. Même physiologiquement. Et j'ai lu un livre qui s'appelle L'équilibre du jardinier, chez Albin Michel, qui est extraordinaire et qui montre par A plus B, qui prouve par A plus B la capacité qu'a la terre, qu'on les plante à nous soigner en fait, nous soigner. Avec le sentiment qu'on vient peut-être un peu de là nous aussi, on se sent bien dès qu'on arrive là, et c'est le sujet de votre roman, de votre dernier roman. Ça fait depuis 2011 que vous publiez, Agnès Ledigue, vous êtes née à Strasbourg, depuis vous avez publié beaucoup de romans, des livres pour enfants aussi, des albums pour enfants. Ouais. Vous êtes traduit dans plus de 12 pays aujourd'hui, une vingtaine. Dans 20 pays, ce qui est énorme. Le succès est venu, grandissant. Il y a eu de très très grands succès, vos lecteurs vous suivent. Et ce dernier roman est finalement la continuité, je crois, de ce qui fait qu'on aime lire Agnès Ledigue. C'est du roman, déjà, c'est important de le dire. C'est une littérature qui nous plonge dans le cœur des gens, dans leur reconstruction, dans leurs rencontres. C'est toujours une histoire de rencontre, vos histoires aussi. Et là, c'est vraiment ça. C'est un livre qui raconte comment 3 personnes vont se reconstruire dans un endroit particulier, la nature, la pleine nature, grâce à 2 personnes qui elles-mêmes, en se rencontrant, se sont reconstruites aussi et qui ont construit un lieu d'accueil pour des personnes détruites, paumées, hors société,
et comment elles vont faire société ensemble au cœur de cette nature. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez construit quelque chose au fil des années qui était finalement, alors je vais dire prendre soin, c'est un de vos premiers métiers, mais que par la littérature, vous racontez comment prendre soin des gens. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous vous rendez compte? C'est mon verbe de vie en fait. C'est mon verbe de vie. J'avais trouvé ça il y a quelques années sur l'orientation des jeunes, un article qui disait qu'il ne faudrait pas demander aux enfants ou aux adolescents qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mais quel est ton verbe de vie. Et donc en y réfléchissant, j'ai cherché longtemps et je me suis dit, mais en fait c'est prendre soin. Parce que j'ai toujours pris soin depuis toute petite des petits animaux blessés, des autres. Et effectivement, sage-femme, c'était prendre soin dans toute sa splendeur. Et aujourd'hui, j'essaie de prendre soin, je pense, de mes lectrices et de mes lecteurs à travers mes personnages. Je prends soin de mes personnages et par effet boule de neige et par identification, je pense oui que je prends soin de mes lecteurs. C'est les retours que j'en ai en tout cas. C'est la question aussi de comment on fait confiance aux autres aussi, parce que prendre soin, c'est donner toute sa confiance à quelqu'un. C'est aussi la question de l'amour, de l'amitié, du relationnel. Votre roman aborde des questions aussi de société, féminicide, entre autres choses. À quel moment le déclic d'une histoire, d'un roman arrive? Est-ce qu'un lieu est propice à la naissance d'une histoire? Est-ce qu'une personne nourrit le roman? D'où vient le début de l'histoire dans votre tête? À quel moment et à quel endroit? C'est la question la plus difficile et j'ai beaucoup de mal à répondre parce que je ne le sais pas moi-même. C'est comme vous dites, un déclic. Après, le mécanisme, comment fonctionne le mécanisme, je ne sais absolument pas. Là, en l'occurrence, pour un abri de fortune, c'est venu de notre découverte de cette espèce de cavité-là. Mais c'est réel, on l'a chez nous, hein, dans notre petit coin de forêt. Il y avait un tas de broussailles. Un jour, j'ai dit à mon mari, mais il faut quand même qu'on regarde ce qu'il y a en dessous. Pourquoi c'est protégé pour que les chevaux de l'ancien propriétaire n'y aillent pas? Puis on enlève et on voit cette cavité avec des marches qui descendaient dans la terre. Alors on avait des amis qui étaient passionnés de fouilles, qui étaient là, on s'est mis à creuser. Heureusement, on n'a rien trouvé. Alors, on va pas spoiler. On va pas tout dire, oui. Mais alors je me demande, je pense que c'est mon âme d'enfant qui s'allume à ce moment-là, parce que je me suis dit, ça c'est le point de départ d'un roman. À quoi ça pouvait servir? Voilà, et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver? Qu'est-ce qu'un enfant imaginerait? Alors là, c'est plutôt pour adultes, mais c'est comme le petit arbre qui voulait devenir un nuage, mon premier album jeunesse. C'est venu parce que je me promenais toujours au même endroit et puis j'avais ce petit arbre sur la colline et un jour, le ciel était tout bleu, il y avait juste un nuage au-dessus de l'arbre et pareil, mon âme d'enfant s'est dit, ils sont en train de discuter entre eux. Et je pense que c'est ce côté émerveillement permanent face à la vie qui fait que j'ai envie de raconter des histoires. Et puis j'ai baigné dedans aussi dans ça, c'est-à-dire que mes parents nous ont toujours raconté des histoires, moi j'en ai raconté à mes enfants. Et puis je pense que le récit peut changer le monde. J'aime beaucoup Cyril Dion et lui il dit qu'il faut changer le récit. Pour changer une société, il faut changer le récit. Et je pense que c'est ce qui m'anime depuis le début. C'est ce qui m'a animée pour commencer à écrire en disant je veux changer le récit autour du deuil d'un enfant parce que je le vivais moi d'une façon qui ne me convenait pas. Et donc j'avais envie de changer ce récit-là. Et puis après, en tant que sage-femme, quand j'ai été confrontée à des situations de violence conjugale, j'avais envie de changer le récit pour ces personnes-là en disant ce que vous vivez n'est pas normal. C'est pas ce récit-là auquel vous avez droit. Et tous les sujets, en fait, on peut changer le récit. Je pense qu'on a ce rôle-là à jouer. Et ce que j'aime en plus, c'est décortiquer les émotions. Alors là, ça rejoint de nouveau mon côté hypersensible, mais j'ai cette chance-là, parce que c'est une chance d'être hypersensible. J'ai cette chance-là, je pense, de capter avec finesse les émotions des autres autour de moi. Parfois, c'est très envahissant, mais c'est très, très riche, en fait. Et donc, je remets cette matière sensible dans mes personnages. Et donc, les personnes qui vont lire vont... Moi, j'aime bien dire que j'écris de cœur à cœur. Et donc, les personnes qui lisent avec le cœur, moi, j'écris avec le cœur, il y a une connexion directe. En l'occurrence, là, c'est 3 personnages très différents. Rémi, Karine et Clémence. 3 âges différents, 3 physiques différents. Vous êtes aussi une écrivaine de la description. Il y a des descriptions très détaillées et qui ont toutes un secret ou quelque chose en tout cas qui les a
mis un peu en marge de la société. Ils vont donc tous se retrouver dans cette grange des sens perdus, un lieu qu'on va décrire dans un instant, et ils vont se rencontrer, apprendre à se connaître et à travers l'autre peut-être trouver peut-être la réponse, ou une étoile, ou une lumière qui va les aider. On les décrit tous les trois physiquement et dans leur profil. Clémence vient d'avoir à peine 18 ans. Ouais. Elle est épaisse comme une crêpe. C'est ça. Elle n'a qu'une envie, c'est d'abandonner, de Ouais. disparaître. Ouais. De disparaître. Donc du monde, etc. On imagine bien dès le départ qu'elle a vécu quelque chose dans l'enfance. Et on espère qu'elle va trouver quelque chose qui lui donnera le goût et de manger et de vivre. Voilà, ça c'est Clémence. Ouais. Karine, 45 ans, qui sort d'un burn-out et qui a été harcelée par son chef et qui a envie. Elle croque la vie à pleines dents, mais elle s'est effondrée et donc on sent qu'elle a envie de se reconstruire, mais qu'il y a des élastiques qui la tirent encore vers l'arrière. Et elle a besoin la d'amour. peur. Elle a besoin d'amour, elle a besoin de reconnaissance, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Ouais. Et elle a un caractère assez particulier, elle aime les hommes. Et en fait, c'est un peu à travers eux qu'elle espère se reconstruire. Et puis Rémi, qui a 26 ans, un grand costaud, mais au cœur tendre et à l'hypersensibilité extrêmement développée, qui sort de prison après un geste irréparable et qui va chercher comment remettre le pied à l'étrier en fait pour repartir dans la vie malgré ce qui s'est passé. Il a passé 4 ans en prison et il a tenu grâce au livre, écrivez-vous, grâce et au livre et à la poésie, des romans, des récits, des pièces de théâtre, comme autant de fenêtres sur un monde bien plus beau que le vrai. Il s'est évadé 1000 fois avec George Sand, Montaigne, Baudelaire, Dumas père et fils, etc. C'est aussi un livre qui met la place à ça aussi, aux autres récits, à la littérature, qui peuvent aider à dépasser les conditions dans lesquelles on est. Oui, mais je pense que c'est tout le principe de l'art, en fait, que ce soit la littérature, le cinéma, la peinture. L'art c'est une façon de s'évader. Et peut-être d'appréhender le monde réel à travers cette fenêtre-là que chacun va embrasser avec ce qu'il est et avec ce qu'il a vécu et avec ce qu'il a envie de vivre. Et moi, j'ai des souvenirs de lecture quand j'étais enfant, adolescente, qui sont fondateurs, en fait. Quand on étudie au lycée Les Fleurs du Mal et qu'on est bouleversé par la beauté, et que la tristesse des mots entre en résonance avec votre propre tristesse, c'est fort, quoi. C'est puissant. Je me souviens aussi des nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Ça me secouait. J'avais 13 ans, mais c'était costaud à lire. Ouais. Mais waouh, ça m'a ouvert sur des possibles, quoi. Et j'aurais tellement envie que la lecture retrouve une place. Enfin, les jeunes lisent quand même, mais certainement moins qu'avant. Et on a un vrai travail à faire, je pense, la société en général, pour que tout le monde lise. Parce que c'est tellement... On est tellement en méditation, en fait, quand on lit. Parce que si vous lisez en pensant à autre chose, vous devez relire la phrase 3 fois. Donc on est obligé de se couper, comme dans le jardin de Perchigrange, c'est une bulle. On est obligé de se couper et du reste du monde et de ses pensées pour accueillir l'histoire. Donc c'est fantastique. Et là, donc, ils vont se retrouver dans un lieu comme celui-ci. Un peu, on les oblige un peu, on leur donne pas trop, enfin, on leur dit maintenant, voilà, c'est peut-être le dernier endroit où vous pourrez trouver vous reconstruire. Ils arrivent tous les trois à cet endroit-là, un peu étonnés, accueillis par Adrien et Capucine. Et là, une nouvelle vie va commencer, pas facile toujours. Et on va suivre un peu, du coup ça devient presque un huis clos, avec la nature autour, avec les oiseaux qui chantent. D'ailleurs, vous faites dire à un moment donné, les oiseaux chantent tout le temps. Même si les choses s'arrêtent autour, les oiseaux, eux, font leur vie, indépendamment de l'homme autour. Enfin, voilà, ils continuent tout le temps. Ils n'avaient jamais mesuré à quel point le concert des oiseaux à 5h du matin pouvait être puissant, en décibels et en ressourcement, comme si rien n'avait repris de prise sur eux. Les hommes peuvent bien s'entretuer, les oiseaux continuent
à chanter. En prison, les oiseaux peuvent bien chanter, les hommes continuent à s'entretuer. Finalement, la nature continue d'exister malgré les hommes. Ouais. Ça m'a marqué ce moment-là où on montre bien que la nature est présente, quoi. Ouais, la seule fois où les oiseaux s'arrêtent de chanter, c'est avant une éclipse totale, par Ouais. exemple, ou des événements, un tsunami, des choses où c'est vraiment la puissance de la nature, mais au sens très très large, qui est perturbée. Mais sinon, ils continuent leur vie. Et c'est assez rassurant, même si je suis très très inquiète pour l'avenir. Ça montre aussi la puissance du vivant. C'est ça que vous vouliez montrer dans ce Ouais. livre aussi, la puissance Ouais. du vivant, la puissance de la nature. La puissance et l'importance et le fait que nous, on est tout petits, on n'a rien du tout en termes et de compétences. Alors, certes, on a cette soi-disant intelligence qui nous a fait évoluer, mais évoluer vers quoi? Je suis très très critique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, c'est de la folie. L'homme est fou, l'homme, au sens large, l'homme est fou. Et je vois la résilience des plantes et la force et le recommencement et la capacité voilà, vous avez un fraisier qui est à moitié mort, vous mettez un peu d'eau, il repart, quoi. Et en ce moment, dans mon jardin, j'ai des courges, mais énormes, qui doivent faire 10 kilos, et elles tiennent sur un pédoncule grand comme un doigt. Et moi, je suis émerveillée au quotidien, et j'ai envie de transmettre ça. J'ai envie de transmettre cet émerveillement du vivant, parce que c'est un directeur d'OFB de Bourgogne, je crois, Jean-Noël Riffel, qui dit l'émerveillement est le premier pas vers le respect. Et donc j'ai envie d'émerveiller les gens sur le vivant pour qu'ils apprennent à le respecter. On respecte ce qu'on aime. Alors le vivant, de la même manière qu'on peut regarder les étoiles, choisir une étoile qui pourra peut-être nous guider, nous aider, c'est aussi ça qu'on a dans votre livre. Le respect les uns avec les autres, ça aussi, on se rend compte que vos personnages petit à petit apprennent à se respecter, à s'écouter, à vivre ensemble. Ouais. J'ai vu très très récemment une vidéo de je sais pas qui d'ailleurs, mais c'était je sais pas, c'était un rassemblement, et puis la personne au micro disait que le respect et la bienveillance sont un signe d'intelligence, et que les actes de cruauté sont un signe de bêtise, en fait. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que effectivement, moi, ça me parle beaucoup, parce qu'on est des animaux à la base, on évolue, mais on vient de l'animal. D'ailleurs, la sage-femme que j'étais le voit à travers l'accouchement. C'est très animal, un accouchement. Et donc, l'instinct animal fait qu'on a tendance à rejeter ce qu'on ne connaît pas. Or, l'intelligence fait qu'on arrive à passer outre cette émotion première, prendre du recul, analyser la situation, et puis aller au-delà de ça, et donc accueillir la différence avec intelligence. On ne va pas tout dire du livre parce qu'on imagine bien que les secrets, qu'on va lever le voile sur les secrets des trois personnages, pas seulement des trois d'ailleurs, parce que voilà. Il y a le vieux Et Jean, c'est finalement un livre où on lève les secrets, où on apprend à s'écouter. Il y aura de la vengeance aussi dans ce livre-là. Moi, je l'ai trouvé aussi très sensuel et très charnel, ce livre où les corps ont beaucoup d'importance. Comme vous disiez, Karine aime les hommes, mais elle a un corps qui désire. Il y a vraiment cette histoire-là. Rémi a un corps plus trapu. Et puis Clémence, toute sèche, toute fine. Et à chaque fois, vous décrivez tout ça. Est-ce que vous acceptez que je dise que votre livre est aussi un livre d'essence, sensuel, charnel, des corps? Ouais, mais ça me touche beaucoup, parce que c'est ce que j'essaye aussi de transmettre. Et le corps parle aussi dans la vie, et puis on est un tout profondément relié. C'est-à-dire qu'on peut pas être juste un cerveau ou un cœur et s'en tenir compte du corps, et inversement. Et là aussi, on est dans une société qui malmène les corps, que ce soit à travers l'alimentation qui n'est pas saine, globalement, que ce soit à travers la pression, le stress, etc. Et là, en fait, ils vont se retrouver dans une bulle aussi de soins, parce que coupés de l'hyperpression, parce que en mangeant les légumes bio du jardin, et c'est important de se rendre compte de ça. Il y a quelque chose qui m'a frappée, et qui m'a frappée au moment où il y a une scène où Clémence mange un œuf le matin au petit déjeuner. Déjà, la scène est très belle.
parce que vous décrivez ses doigts très fins, la main de c'est Rémi qui va venir l'aider à casser l'œuf parce que lui il a des mains plus... Et l'œuf représente beaucoup de choses, et l'œuf représente la naissance. Il est plusieurs fois question aussi de renaissance possible. C'est Rémi qui se pose la question, est-ce qu'on peut renaître? Est-ce qu'on peut faire table rase du passé et renaître? Déjà sa réponse est non, on ne peut pas, on vit toute sa vie avec son passé. Mais je me suis dit, mais voilà aussi la sage-femme qui à nouveau écrit, à nouveau parle, parce que c'est la question de naissance à chaque fois, les œufs représentent ça, c'est la renaissance pour toutes. Forcément, on connaît votre histoire, on vous a lu, je me dis qu'il y a quelque chose, c'est vous qui questionne toujours cette question-là. L'histoire du passé qu'on porte tout le temps et cette possible renaissance. Mais oui, mais parce que le passé, on ne peut pas l'effacer, mais on peut l'utiliser comme un marchepied pour aller plus loin, pour aller plus haut. On est toujours maître de ce qu'on veut faire de sa vie. Alors, il y a des fois où on porte des choses très très lourdes et ça peut prendre un gros morceau de sa vie à digérer tout ça, à le transcender. Mais moi, j'ai toujours l'espoir parce que là aussi, la sage-femme, quand on accueille un bébé à la naissance, moi, j'arrivais pas à me dire qu'il deviendra mauvais, c'est pas possible. C'est tellement d'innocence et de pureté, ce bébé qui arrive au monde et qui prend sa première respiration, que je me dis c'est l'après qui va le façonner. Et donc, ce façonnage, je pense, est forcément réversible. Parfois, ça prend du temps et beaucoup de travail, mais c'est jamais perdu, jamais. Et vous avez choisi le roman qui permet la distance, qui permet aussi le recul, mais qui permet encore plus d'éclairer le réel, je trouve. ouais. Et, mais en fait, j'ai bien le sentiment que vous naviguez entre roman et réalité, que vous vous inspirez de la vie pour le roman, c'est obligatoire, et que le roman inspire aussi la vie. Vous naviguez constamment comme ça. Comment ça se passe? J'utilise le roman parce que je me cache derrière les personnages et c'est bien pratique. Vous êtes tous les personnages en une ou tous les personnages? Vous êtes partout? Ah, je pense que ça fait rire mes amis qui me connaissent très bien parce qu'ils me voient un petit peu par-ci par-là, mais moi je brouille les pistes. Mais évidemment, on écrit avec ce qu'on est, donc on retrouve l'auteur dans des petits morceaux comme ça. Mais l'avantage du roman, c'est que ça permet de fabriquer des personnages pour servir le propos. Et donc, si je veux parler des violences conjugales, je vais créer des personnages et puis je vais faire une histoire qui va montrer les caractères des uns, des autres. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que... Et en plus, à travers le roman, je trouve que ça permet un pas de côté pour le lecteur, c'est-à-dire que c'est un roman, c'est une histoire racontée, mais l'identification, elle est quand même là. Alors que si c'est un récit d'une personne réelle, je ne sais pas si on arrive aussi bien à s'identifier. C'est comme si le lecteur pouvait s'approprier le personnage fictif, peut-être justement parce qu'il est fictif. Je ne sais pas. En tout cas, j'essaie de créer des personnages qui soient le plus crédibles, le plus proches de la réalité, pour justement embarquer mes lecteurs dans une identification. Voilà. Quelques questions très rapides. Ouais. Là, vous avez construit dans ce roman une bulle au milieu du chaos, pour tous les chaos. On découvre ces personnages. Est-ce que vous-même, dans votre vie, avez réussi à construire une bulle au milieu du chaos aussi? Oh là là, oui. Parce que ce jardin, enfin, notre vie actuelle, là, c'est ma bulle de respiration. Et j'en sors de temps en temps, parce qu'il faut que j'aille à Paris, je vais sur des salons. Et je suis tellement heureuse d'y retourner parce que ça me ressource, ça me nourrit. Et je pense que ça me donne aussi la force de sortir et aussi la force de me battre. Parce que là j'ai vraiment décidé de me battre pour que cette bulle qu'on a la chance, nous, d'avoir, elle puisse être accessible à tous, les jardins ouvriers en ville, il faudrait qu'en fait chaque être humain ait la capacité, la possibilité, qu'on lui offre la possibilité d'être en connexion. Ça veut dire que vous avez trouvé votre abri, votre refuge. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous le bonheur? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez mettre dans votre vie? Est-ce que le bonheur est là? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait réussi à le trouver? Je suis heureuse, je suis pleinement heureuse. Alors je suis triste d'un certain nombre de choses, mais je me sens heureuse. Le matin, j'ai envie de me lever. Le soir, je suis heureuse de ce que j'ai fait. Je crois que le bonheur est lié à l'espoir. Et dans cet équilibre du jardinier, ce livre dont je vous parlais, à un moment donné, elle dit
quand on plante une graine, on sème de l'espoir. Et j'ai trouvé ça tellement beau et c'est tellement ça. En fait, c'est la phrase très très classique, l'espoir fait vivre, mais oui, mais vraiment profondément. Je vois dépasser un tout petit tatouage. Oui. Je crois que je vous ai vu avec... c'est une fleur, c'est ça? C'est toute une liane qui descend sur le bras. C'est des petites fleurs, et des feuilles. Et le bleu, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une de mes couleurs préférées. Le bleu, je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé le bleu. C'est peut-être le ciel, l'eau, la vie. Et est-ce que vous avez votre propre étoile? Est-ce qu'il y a une étoile que vous avez trouvée dans le ciel qui est celle qui n'est que pour vous? Il y en a une que personne d'autre ne voit, mais c'est mon fils évidemment, mais c'est mon étoile et elle me guide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai eu l'occasion de façon très très puissante de la voir durant une séance d'hypnose. J'ai vu une lumière, j'ai ressenti une lumière qui venait de l'extérieur et qui allait s'installer au fond de moi. Vous avez fait finalement de ça une force? Oui, j'en suis persuadée. Et tous les parents endeuillés en font une force, en font quelque chose de soit une association caritative, soit une création artistique, soit quelque chose où on prend soin des autres. On n'a pas le choix. C'est lui qui guide encore votre écriture aussi d'une certaine manière. Est-ce que la littérature est toujours guidée par ça ou pas seulement? Ma vie en général, et je pense qu'on se... en fait, un jour, une personne endeuillée avait dit « mais moi je ne me sens pas capable de continuer à vivre parce que c'est ma fille qui devrait être là à ma place ». Et je lui avais dit « mais au contraire, vivez pour elle aussi, vivez pour deux ». Et j'aime dire que pour moi survivre, c'est pas dans le sens du dictionnaire, c'est survivre, c'est vivre plus haut, plus fort, un petit peu au-dessus, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous.